Well, good morning, everyone, and welcome. I'm Merit Jano, Dean of the School of International and Public Affairs, and it's my enormous pleasure to welcome you here this morning on behalf of the school. I'd really like to start by thanking the co-sponsors of this wonderful gathering, which include the Center on Global Economic Governance, the marvelous Alliance program at Columbia University, and the French Embassy's Cultural Services. We're also grateful for the participation and involvement of the Maison Française and, of course, our very important European Institute. And it's an enormous pleasure for me to welcome the Minister, Jean-Marc Ayrault, the Minister of Foreign Affairs and International Development. And we're really honored to have you here. Thank you for making time. I know on such a day to come from downtown to uptown is an enormous commitment of effort. And we have an enormous student body of interest in your ideas. Today, the Minister will be exploring some critical issues facing the world and transatlantic relations. And I think, from what I understand, he will feature a particular focus on the European Union and joint efforts with the United States. The Minister has held his post since February of this year. But prior to that, of course, he held other very important posts in France as Prime Minister, as really a leading political figure, as Deputy of the National Assembly, and indeed an important mayor. So it's really a distinguished record, and we're very, very pleased to have you here today. And I should also note that the ministry itself has been very important to us, including through the French ambassador to the United States, and I thank you for joining us as well, and the role that the ministry has played in launching the Alliance program at Columbia University. And I'd just like to say a word about that because it's very important to us. It was launched and since 2008 has really helped sponsor international research, teaching opportunities, collaborations, and activities across a number of fields and disciplines, including around Europe and transatlantic relations. The ministry's involvement was critical to make this program not only of scholarly excellence, but also sustainable and of contemporary relevance. I think joining today with the Minister in a discussion will be our own Professor Jan Svenar. And Professor Svenar is the James Shotwell Professor of Global Political Economy and Director of our SIPA Center on Global Economic Governance at Columbia University. He is a world-renowned economist and most recently was recognized for his many academic contributions through the prestigious ISA Prize in Labor Economics from the Institute for the Study of Labor based in Bonn. And in addition to his extensive academic works, Professor Svenar has taken some steps into public policy when he ran for president of the Czech Republic. So without further delay, please join me in thanking our minister for joining us and welcome you to give your address. Thank you very, very much. Merci, Madame la Doyenne, merci de votre accueil. Monsieur le professeur, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers amis. D'abord, merci de m'accueillir ici dans votre université de Columbia, au sein de son école d'affaires internationales et publiques. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin. J'ai conscience d'être dans une institution d'excellence. Les relations exceptionnelles que Columbia a établies avec la France en témoignent également. Beaucoup d'étudiants de votre université viennent en France pour une partie de leur cursus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous serions très heureux s'ils étaient encore plus nombreux. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Hier soir, je présidais une cérémonie qui s'appelle Alumni, et qui accueillait des anciens étudiants américains en France. J'ai profité de cette occasion pour vous dire que la France est vraiment
un pays d'accueil pour les étudiants. Nous souhaitons qu'ils soient de plus en plus nombreux, en tout cas parmi eux les étudiants américains. Vous avez parlé, madame, de la maison de France, la maison française, pardon, de votre campus. Elle a un siècle d'existence. Et votre département de français est un des plus prestigieux de votre pays. Et vous avez développé avec la Sorbonne, avec l'école polytechnique et Sciences Po en France, un programme conjoint remarquable que le ministère des Affaires étrangères et du Développement international soutient activement. Ce programme, vous l'avez rappelé, s'appelle Alliance. Eh bien, Alliance, c'est le terme que je vais utiliser comme point de départ, peut-être même idéal, pour parler de la relation franco-américaine, mais aussi des relations internationales dans le monde de ce début du XXIe siècle. Notre monde est un monde d'urgence. Un monde chaque jour plus complexe, plus instable et aussi plus imprévisible. De la Corée du Nord au Sahel, en passant par l'Afghanistan et bien sûr le Moyen-Orient, l'humanité est prise d'inquiétude et parfois même d'effroi face à la guerre et face au terrorisme. Même si, quand on regarde concrètement les choses, notre humanité progresse dans beaucoup de domaines, pour autant, les changements qui interviennent surviennent à vive allure et dans cette accélération et dans son ampleur apparaissent aussi de nouveaux défis que nous n'anticipons pas toujours. Par exemple, je pense à la libéralisation du commerce international. Cette libéralisation, à l'évidence, elle a contribué au développement économique des pays du Sud. Elle a contribué au bien-être de nos sociétés industrialisées, mais dans le même temps, elle a aussi accéléré le creusement des inégalités de revenus, ici, aux États-Unis, comme en Europe. Elle a fragilisé les classes moyennes, les plus modestes, avec des conséquences profondes sur notre vie politique, et j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de mon propos. Il y a aussi un autre grand changement qui est la formidable connexion entre les hommes créée par Internet et toutes les potentialités nouvelles permises par la mise en réseau. Mais tout ça, c'est aussi accompagné d'usages malveillants, parfois criminels, du web à l'échelle globale. Quant à la mondialisation, en général, en rétrécissant les distances entre les hommes, en accélérant les échanges, elle a permis une formidable ouverture, mais elle a aussi bouleversé les cadres traditionnels des sociétés politiques. Elle a généré en retour des replis identitaires, des peurs, des rejets, un attachement à un passé souvent fantasmé, voire idéalisé, comme une volonté de revenir en arrière. Et dans des sociétés fragilisées par ces mutations, il y a l'intrusion brutale, inhumaine du terrorisme. Et vous connaissez la suite tragique des attentats de ces dernières années en France. Bien sûr, la France est loin d'être la seule touchée. Nous avons tous commémoré, il y a 15 jours, le 15e anniversaire de l'attentat du 11 septembre, qui a endeuillé la ville de New York et, à travers elle, endeuillé le monde entier. Le terrorisme est là. Il frappe. Il frappe Boston, il frappe San Bernardino, il frappe Orlando, il frappe Paris, il frappe Nice, il frappe Bruxelles, mais aussi Istanbul, Kaboul, Bagdad, Daca, Abidjan. Nous connaissons le paradoxe. La majorité des victimes des attentats commis par ces gens qui se revendiquent de l'islam se trouvent dans le monde musulman. Mais nous sommes aussi la cible des terroristes, car c'est nos systèmes politiques, notre mode de vie qui sont visés. La France n'est pas tant une cible parce qu'elle prend une part active, directe ou indirecte, à la lutte contre les groupes armés terroristes, contre Boko Haram, contre les groupes au Sahel, contre Daesh en Libye, contre Daesh en Syrie, en Irak, contre Al-Qaïda, au Yémen et ailleurs. D'ailleurs, un arrêt de ces campagnes ne garantirait nullement, certains le pensent, mais la fin des attentats sur notre sol. La France est attaquée pour ce qu'elle est, bien plus que pour ce qu'elle fait.
La France, c'est vrai, est un pays de liberté, qui a organisé son droit de la religion autour du concept de laïcité. Je sais que c'est souvent une notion mal comprise en dehors de nos frontières nationales, au point même que parfois ce mot est difficile à traduire dans les autres langues que le français. Donc nous avons aussi sans doute à expliquer davantage ce concept, qui nous est propre sans doute. Ce concept de laïcité est en France un des fondements de notre République moderne. Il garantit non seulement le caractère séculier de l'État et de l'administration, mais aussi et surtout, il garantit la liberté de religion ou de conviction, y compris celle de pratiquer sa religion, toutes les religions, sans discrimination. C'est ça le socle. C'est donc un principe essentiel, et qui est d'ailleurs largement partagé. Mais ce qui fait débat, c'est sa traduction dans le champ social. C'est vrai qu'il y a une spécificité française. Et c'est pourquoi sa mise en œuvre évolue avec la société elle-même. Nous sommes confrontés à de nouvelles pratiques, mais il faut donc, sans renier le socle, être capable de s'adapter. Alors, quelle est la meilleure façon de s'adapter ? Eh bien, c'est que notre système judiciaire, il est là pour ça, c'est une garantie pour tous, pour les citoyens, pour les libertés, il dit le droit. Et lorsqu'il y a une interprétation, il tranche. Et quand il tranche toujours en faveur de la liberté pour toutes les religions, sans discrimination. J'insiste bien sur ce point. C'est ça la réalité française. J'ai ce matin l'occasion de l'expliquer un peu mieux, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus entre nous sur ce point. Et un des risques que nous devons éviter aujourd'hui, justement, c'est que tous ces attentats ne s'accompagnent de réactions qui provoqueraient division et stigmatisation au sein même de nos sociétés. Et là, je ne parle plus que de la France, je parle de toutes nos démocraties. Sur ce terrain aussi, il nous faut plus que jamais demeurer fidèles à nos principes. Il nous faut garder le cap de la raison. Et je veux être clair sur ce point. Pour nous, non, il n'y a pas de guerre de civilisation. Cette mission qui est la nôtre, nous ne devons pas la prendre à la légère, car sur le terreau des inquiétudes, le terreau de la souffrance sociale et de la crainte face au chaos du monde, les populistes prospèrent partout. Ces démagogues s'inscrivent dans une tradition politique qui est ancienne, qui consiste à tenter de séduire le peuple par le simplisme, mais surtout par le mensonge. Les démagogues promettent de résoudre les problèmes du moment sans se préoccuper de la faisabilité de ce qu'ils proclament, sans se préoccuper des conséquences de long terme, pas plus que de la compatibilité de ces mesures avec les valeurs sur lesquelles nos sociétés sont fondées. Le masque tombe quand, par malheur, ces mêmes démagogues accèdent au pouvoir. Le peuple auquel ils promettaient tant se retrouve à payer le prix de leur succès. Oui, à la fin, la victoire des populistes, il y a toujours une facture, et c'est le peuple qui la paie. Ou bien quand ces populistes sont au pied du mur, confrontés à l'épreuve des responsabilités, ces démagogues disparaissent. À l'image des plus fervents tenants du Brexit, vous vous souvenez, qui laissent finalement à une partisane du Remain le soin de mettre en œuvre un projet dont ils avaient soigneusement occulté la complexité. C'est ça les populistes. Cette crise des démocraties représentatives, elle est aujourd'hui répandue, partout dans le monde. En France, les démagogues s'en prennent à l'Europe, qui est maintenant le nouveau bouc émissaire politique. Ils s'en prennent à l'immigration. Ils proposent eux aussi des remèdes illusoires. Une sortie de l'Union européenne, une fermeture des frontières, une remise en cause de nos droits fondamentaux au prétexte de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Ici, aux États-Unis, la campagne présidentielle que nous suivons attentivement, je tiens à vous le dire, en France comme dans le reste du monde, elle montre que les États-Unis ne sont pas épargnés par ce phénomène. Alors, face à ce monde chaotique et dangereux, face aux fausses solutions, comment réagir ? Oui, comment réagir ? C'est la question qui nous est posée, nous, hommes et femmes politiques.
Le premier impératif, c'est de ne céder ni à l'affolement, ni à la tentation du chacun pour soi. Nous avons, à l'occasion de la crise financière de 2008, réussi à garder les frontières ouvertes. Et si l'on songe aux précédents des années 30 et à la guerre qui a suivi la crise, c'est un progrès notable. Alors que les normes sont mises en cause, il nous faut sans relâche réaffirmer l'importance du droit international, l'importance des valeurs qui sous-tendent le système des Nations Unies, en particulier les droits de l'homme. Dans une phase de turbulence, il importe d'autant plus de garder le cap et de ne pas abandonner nos principes. Dans le monde d'aujourd'hui, nos politiques étrangères comme nos politiques internes doivent être intelligibles et lisibles par les peuples, par nos peuples. Il faut donc s'en rapprocher pour mieux les comprendre et mieux s'en faire comprendre. Et en même temps, nous ne devons pas abandonner notre éthique de responsabilité. Oui, c'est la responsabilité des hommes et des femmes qui gouvernent, qui prétendent gouverner, d'assumer aussi leur mission. Ce que nos populations expriment souvent, c'est un besoin de protection. Un besoin de protection face aux risques et aux incertitudes. Et cette demande, elle est parfaitement légitime. Ça serait une erreur de la regarder de loin ou de la regarder de haut. Il faut l'entendre. Mais nous devons, dans la recherche des réponses, être attentifs à ne pas choisir les voies du repli, celles qui conduiraient, par exemple, à fermer les frontières, à bâtir des murs pour rester entre soi et considérer l'autre comme une menace, à réfuter l'existence d'une communauté de destin de l'humanité. Oui, voilà. La peur des autres dans notre histoire, il ne faut jamais l'oublier. Elle a parfois mené à leur négation. Et si nous oublions cela, alors effectivement nous faisons une grave erreur et nous prenons une immense responsabilité. Et face au désordre de la mondialisation, un besoin de réhabiliter la nation peut exister. Souvent il s'exprime, ce besoin. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La nation, c'est un socle essentiel, bâti sur une longue histoire. C'est le fondement d'un ordre possible à l'échelle du monde, et je me revendique moi-même comme patriote. D'ailleurs, les Américains sont patriotes, quelle que soit leur origine. Et donc ce n'est pas un défaut. C'est plutôt à la fois une fierté, mais c'est plutôt une chance. Mais les nations ne peuvent pas tout, toutes seules. L'isolement est un leurre, comme l'est l'illusion d'une souveraineté sans partage. Il aura fallu aux nations européennes les bouleversements de 2 conflits mondiaux. Mais je tiens ici à le dire, grâce aussi à l'aide des États-Unis, pour que l'idée d'intégration européenne prenne enfin corps avec le soutien de tous ceux qui croyaient en la liberté. C'est ça l'histoire européenne. Elle est récente, cette histoire européenne. Et elle s'est construite après de grandes tragédies. Les organisations régionales et le système multilatéral peuvent et doivent contribuer justement à répondre à ce besoin de protection des peuples. Il faut réaffirmer cela. Au moment où justement ce qui pourrait être à la mode, c'est le nationalisme. Mais il ne faut pas confondre le nationalisme avec le patriotisme. Je suis à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. C'est vrai que cette organisation parfois déçoit. Par exemple, lorsque le Conseil de sécurité est bloqué, alors que des enfants, des femmes, des hommes meurent par centaines de milliers et souffrent par millions, je pense en particulier à la Syrie en ce moment. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier le cadre de la gouvernance mondiale qu'offre l'Organisation des Nations unies. Je pense à ces opérations de maintien de la paix, à la coordination qu'elle permet en matière de santé ou d'alimentation, par la réponse au changement climatique qu'elle favorise. L'Organisation des Nations unies est la seule instance où est représenté l'ensemble des pays de la planète. Or, à un nombre de défis auxquels nous faisons face, il n'existe pas de réponse individuelle, qu'il s'agisse des pandémies, qu'il s'agisse des crises régionales ou du changement climatique. Donc nous avons besoin de cette organisation malgré ses défauts. Le deuxième impératif,
c'est de continuer à agir. Agir sans relâche. Agir même lorsque la solution n'apparaît pas immédiatement à portée de main. Dans les prochains mois, la France poursuivra ses efforts pour lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire pour continuer à faire reculer Daesh en Syrie, en Libye, en Afrique, partout où ces marchands de mort se sont installés. Nous ferons tout avec nos alliés, avec les États-Unis, pour gagner la guerre. Mais encore faut-il aussi se préparer à gagner la paix ensuite. Je veux dire que les processus politiques, même s'ils sont difficiles, sont nécessaires pour rétablir la stabilité de ces régions. Il ne suffit pas de conquérir une ville pour ensuite imaginer que tout va bien se passer. Il faut construire le projet politique qui sera inclusif. Et nous devons sans attendre nous y atteler afin de ne pas découvrir trop tard que sans solution politique, la paix ne peut prévaloir. Je reviens d'une réunion sur la Libye. Nous avons là un exemple concret. Des frappes aériennes, la mort du dictateur et le chaos. Et le terrorisme qui prospère. Donc il faut, à chaque fois, avoir une réflexion collective et une réponse politique. Au Proche-Orient, la France a pris l'initiative de relancer un processus en vue d'établir une paix durable entre Israël et la Palestine. C'est-à-dire remettre à l'agenda international ce qui finit par être oublié, la perspective de 2 États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je suis tout à fait conscient du défi. Fallait-il attendre que tout le reste soit réglé pour enfin revenir à cette question qui crée tant de malheur, tant de souffrance et tant de haine aussi, et de violence. Je suis convaincu d'une réalité. Il n'y aura pas de paix dans cette région sans un règlement de ce conflit, car ce conflit alimente la violence, il alimente le ressentiment, il alimente la radicalisation. Et le soutien de Washington à cette initiative est évidemment crucial. Nous en parlons souvent avec John Kerry. La France continuera aussi, avec ses moyens diplomatiques et militaires, à contribuer au maintien, au rétablissement de la paix dans les régions en crise. En Europe, je pense bien sûr à l'Ukraine, dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie, c'est-à-dire en franco-allemand, l'Allemagne et la France. On continue, et bien sûr le continent africain. Je pense aussi au bassin du lac Tchad, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique. Et nous avons pu progresser ces derniers temps, même s'il y a encore beaucoup de problèmes devant nous. Le troisième impératif, c'est de renforcer la solidarité entre les peuples. La France a décidé, en ce qui la concerne l'année dernière, d'accroître son aide au développement. Cette décision se traduit par une augmentation de 4 milliards d'euros supplémentaires par an d'ici 2020. Dont la moitié sera réservée au climat. À titre national, comme au sein de l'Union européenne, qui fournit plus de la moitié de l'aide au développement dans le monde et en particulier à l'Afrique, nous nous engagerons davantage sur ces questions qui sont aussi pour nous tous des questions de sécurité à long terme. Mais au-delà du développement durable, nous entendons aussi maintenir, en dépit des contraintes budgétaires, notre action culturelle. Non seulement dans l'espace francophone, mais aussi partout dans le monde. Dans le contexte d'une montée de la xénophobie, ces échanges culturels et humains sont plus nécessaires que jamais. Ils contribuent véritablement à une meilleure compréhension mutuelle, et c'est par la connaissance de l'autre que le repli n'est plus une tentation. Mesdames, Messieurs, chers amis, collectivement, nous ne sommes donc pas démunis ou impuissants. L'accord de Paris sur le climat l'illustre tout à fait, comme les autres succès de nos interventions. Je pense à la restauration de la paix au Mali, ou les progrès sur le terrain contre Daesh, que j'ai déjà évoqués. Mais d'autres évolutions sont aussi porteuses d'espoir. La démocratie s'installe enfin en Birmanie. Nous devons l'aider autant que nous le pouvons. L'accord de paix en Colombie, qui aurait pu penser que ce soit possible, qu'on puisse mettre fin à cette guerre civile si terrible depuis tant et si longue? Eh bien, pourtant, c'est la voie de la négociation qui l'emporte. C'est important de le saluer. D'ailleurs, symboliquement, hier, le président Santos de Colombie est venu au début de la réunion du Conseil de sécurité apporter les documents qui montrent, qui concrétisent cette signature d'un accord de paix. Donc la Colombie, comme la Birmanie, a besoin de notre soutien. Mais il est bien sûr, il lui est acquis
pleinement acquis. Le développement économique, il porte aussi ses fruits depuis plusieurs années en Inde, cet immense pays, au Bangladesh ou encore en Afrique. Nous n'avons pas de raison de laisser le pessimisme nous envahir. Alors, puisque nous avons les moyens d'agir, et si nous le voulons, que devons-nous faire ensemble avec les États-Unis dans les mois et les années à venir, et notamment après vos élections présidentielles? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons bien travaillé, vraiment bien travaillé, avec le président Obama et son administration. Nous partageons un grand nombre de convictions progressistes. Avec les secrétaires d'État, Hillary Clinton, puis John Kerry, nous avons maintenu une coopération très étroite. Nous nous parlons souvent, nous nous voyons souvent, et nous sommes souvent ensemble dans des réunions. C'était encore le cas ce matin sur la Libye, ça sera encore le cas cet après-midi pour la Syrie. Certaines de nos réussites sont récentes, et elles tiennent à cette coopération. Je vais prendre 2 exemples. C'est l'accord sur le nucléaire iranien, ou encore l'accord du Paris, que j'ai mentionné plusieurs fois, sur le climat. Notre souhait, c'est que les États-Unis continuent à occuper leur place dans les relations internationales et continuent à défendre avec nous des valeurs et des principes que nous partageons dans le domaine de la paix, dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Je le dis car je sais combien cette responsabilité internationale est actuellement débattue ici aux États-Unis pendant cette campagne électorale. Je le disais, nous la suivons très attentivement. Vraiment, nous nous sentons concernés par le choix que fera le peuple américain. En défendant la paix partout dans le monde, je dis bien la paix, en fait, les États-Unis se défendent eux-mêmes. C'est un point commun que nous avons entre nos 2 nations. Et cela, je dois le dire, de très longue date. Nous espérons également que les États-Unis resteront engagés dans une approche multilatérale et collective des problèmes du monde. Une approche qui passe par le débat aux Nations Unies et dans les autres instances de la gouvernance mondiale. Cette approche contribue à la recherche du consensus sur les grands enjeux communs, qu'il s'agisse de combattre le terrorisme, de lutter contre le changement climatique, de réguler la mondialisation, de ramener la paix dans les zones de conflit. Et l'Union européenne, pour sa part, restera un acteur central et un acteur engagé du partenariat transatlantique. Je ne sous-estime pas l'impact du Brexit, qui pèse surtout sur le Royaume-Uni. Mais je profite de cette rencontre avec vous pour vous faire une recommandation. C'est de ne pas vous laisser, trop impressionner par cette décision du peuple britannique. Il ne faut pas la surdéterminer dans votre analyse de la situation en Europe. Nous avons surmonté d'autres crises. Nous voulons que la discussion formelle, la négociation, s'engage rapidement entre Londres et les 27 autres membres de l'Union européenne. Il faut limiter cette période d'incertitude. Elle est néfaste pour tout le monde. Mais chacun souhaite aussi que le résultat de la négociation préserve autant que possible les intérêts des 2 parties. Et en ce qui concerne la France, elle conservera avec le Royaume-Uni une relation étroite dans tous les domaines, y compris dans celui de la défense et de la sécurité. Mais c'est vrai, dans une relation qui sera différente avec l'Europe. Mais surtout, l'ambition de la France est que l'Union à 27 soit plus forte que celle des 28 moins 1. C'est un défi, c'est vrai, mais dans cette perspective, l'Europe doit se concentrer sur un certain nombre de priorités qui répondent à l'urgence et à la demande des peuples européens. Protéger les frontières extérieures de l'Europe, contrôler son territoire face aux menaces, donner une nouvelle impulsion à la défense européenne, doubler le plan européen d'investissement en faveur du modèle de croissance par l'investissement dans les industries de demain, renforcer la justice sociale et l'équité fiscale, amplifier les programmes pour la mobilité et l'emploi des jeunes. Ce sont les priorités que nous devons nous fixer et qui doivent se traduire en consensus politique et en actions concrètes, et qui seront de nature à redonner confiance aux citoyens européens qui doutent de l'Europe et de son efficacité. C'est quand elle apparaît moins efficace que les peuples s'en détournent. Mais je vous dis franchement, l'Europe demeurera
cet ensemble extraordinaire de 450 millions d'habitants, qui est la première économie mondiale, qui est le premier pourvoyeur d'aide au développement. Et l'Europe, l'Union européenne, restera un grand partenaire des États-Unis, y compris dans le domaine économique. De ce point de vue, la perspective d'un accord de partenariat sur le commerce, qui est débattu en Europe, mais qui est débattu aussi aux États-Unis, ben oui, là, il n'est pas question de fermer nos portes, je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas opposés à un accord de partenariat sur le commerce, les investissements. Cette question reste ouverte. Nous l'avons bien fait avec le Canada. Pourquoi pas avec les États-Unis? Mais il y a des conditions à remplir. Il faut que la négociation soit équilibrée et que les concessions qui seront faites soient également réciproques et bénéfiques à chacun. Il faut une vraie réciprocité. Sinon, le doute s'installe et c'est le rejet qui prévaut. Et sans cela, il ne peut pas y avoir de traité transatlantique. Je crois que cette approche finit par progresser, même si ce n'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, c'est notre conception. La position que la France exprime en toute simplicité et en toute transparence. Parce que la transparence, nous la devons au peuple. C'est quand les négociations de ce type manquent de transparence que le doute s'installe et que les préjugés ou les malentendus, voire les désinformations prospèrent. Il faut en être conscient. Donc il y a aussi des modes de négociation à changer. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous devons ensemble résister. Résister au fatalisme et au défaitisme. Ne perdons confiance ni face au terrorisme, ni face aux tentatives d'ériger l'autocratie en modèle alternatif à la liberté et à la démocratie, ni face aux théories simplistes des démagogues. La démocratie, les droits de l'homme, le bénéfice d'une société ouverte et libre, tout cela demeure l'aspiration commune des peuples du monde. Soyons-en conscients, même si aujourd'hui cette conception est menacée, est en danger. Mais c'est cela qui doit nous inspirer, résister pour construire ensemble. Je crois que c'est ça notre mission. Et notre mission, c'est d'agir ensemble. Vous, en particulier, la jeunesse américaine, vous comme la jeunesse française, qui, à travers vos études et vos échanges, aurez demain la responsabilité aussi d'exercer vos compétences dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans les entreprises, dans les organisations publiques ou non gouvernementales. Nous comptons sur vous. Mais vous pouvez aussi compter sur nous, c'est-à-dire aussi notre franchise à aborder en face les défis d'aujourd'hui, sans jamais renoncer à ce que nous sommes, c'est-à-dire des défenseurs de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Mr. Minister. This was indeed a tour de force. You've covered an incredible amount, very insightful set of remarks. We have a few minutes for questions. I'd like to just start by saying that number of the issues that you've raised, be they the economic issues relating to trade, income inequality, issues of what will be the sources of further economic growth, are precisely the ones that the Center on Global Economic Governance and its 30 faculty members from around Columbia are intensively studying. So you have indeed come right to the place where these issues are being discussed. The students, as you mentioned, we have a very long-term and warm relationship with students and faculties from France and value it very much. The exchanges that we have are active and extremely valuable. So we very much appreciate the fact that you've taken the time to come here. We will have now people posing some questions. I'll start with one maybe, and then we'll open it up. There are already hands up there. Mm-hmm. Among all the issues that you've mentioned, if you had to select one that requires the greatest priority, in some sense, in the Franco-American collaboration or EU, France within EU, American collaboration, which one would it be? And can you put it maybe in the context of what you see as one of the greatest moments in the Franco-American relationship historically as it evolved and coming to the present and going to the future? So let me start with that while people are getting ready to pose questions. All right.
Monsieur le ministre. Armand Latreille, double diplôme Sciences Po Columbia. Donc, vous avez parlé de franchise de défense des droits de l'homme, mais malgré une législation nationale et européenne encadrant fortement la vente d'armes à certains pays ayant une histoire de violation des droits de l'homme, pourquoi la vente d'armes est devenue un outil stratégique pour la France et dans quelle mesure ces considérations géopolitiques prennent le dessus sur les considérations humaines universalistes? C'est une vraie question, je la comprends tout à fait. En même temps, des pays qui ont parfaitement le droit de se défendre, de se protéger. Et donc, lorsque nous leur vendons des armes, c'est pour cela. Alors évidemment, il faut veiller à ce que ces armes ne servent pas pour des conflits scandaleux. Je pense que c'est un vrai dilemme, vous avez raison. Et nous veillons à ce que nos principes ne soient pas mis en contradiction avec ce que nous sommes amenés à décider et à contracter. Mais quand nous vendons des avions ou des sous-marins à l'Inde, nous considérons que c'est aussi une démocratie, parce que c'est une faute morale. Là où ça pose plus de problème, c'est quand nous pouvons craindre que certains pays utilisent des armes dans des conflits et qui tuent des civils, qui tuent des enfants. Et c'est là que nous devons faire preuve de plus grande précaution. En tout cas, en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est la position que je défends à chaque fois qu'un arbitrage doit intervenir. Vous entendez cela? Non, c'est un peu faible. Bon, faut que je rapproche le micro, pardon. Alors, microphone Yeah, they can't là-bas. hear in the audience. Qu'est-ce qu'il y a le microphone maintenant? Who has the microphone? No, but there is a microphone somewhere here. It's coming. Yeah, it's coming. Sorry. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Marie Cassandra, je suis française aussi. J'aimerais vous poser une question par rapport aux réfugiés. Vous n'avez pas du tout évoqué ça aujourd'hui. On est en train de vivre une des crises les plus importantes de notre génération et vous n'avez pas du tout évoqué ce que la France peut faire aujourd'hui. Vous avez parlé de portes ouvertes, vous avez parlé de coopération. J'aimerais entendre votre position sur les réfugiés, ce que la France peut faire pour eux aujourd'hui. J'ai participé et j'ai même pris la parole dans une réunion à l'initiative du secrétaire général sur la question des réfugiés. Le président Hollande est intervenu lui-même dans une autre réunion, tout cela aux Nations Unies, initiative du président Obama. Nous sommes là face à un défi considérable, 65 millions de réfugiés à travers le monde, c'est quasiment l'équivalent de la population française, donc c'est dire l'immensité de la question. Et nous savons quelles sont les causes de cette situation. Les causes, c'est d'abord la guerre et la fuite aussi des populations face à la menace terroriste. C'est aussi la pauvreté, la misère qui conduit des personnes à partir, parfois exploitées par des passeurs dans des conditions parfois atroces, au péril de leur vie, pour essayer de survivre. Et puis, il y a aussi les migrations climatiques. Donc, il y a une réalité du monde que nous devons regarder en face. Alors, il faut à la fois, je parlais de principe, être fidèle au principe. Premier principe, c'est l'accueil des réfugiés qui peuvent prétendre au droit d'asile. Vous me demandez la position de la France, c'est la position de la France. Donc la France s'est engagée, notamment pour accueillir des réfugiés venant de Syrie, d'Irak, enfin qui fuient les conflits, et qui sont arrivés nombreux en Europe, particulièrement, comme vous le savez, en Allemagne. Il y a eu une discussion européenne dans des conditions assez difficiles, certains pays refusant un accord de solidarité. La France a donné son accord à ce principe de solidarité. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas le pays qui accueillons le plus de réfugiés qui demandent le droit d'asile. L'année dernière, c'est pour ça que le débat politique en France prend des tours souvent désolants sur cette question. On exploite les peurs, là, pour le coup. Quelqu'un disait, un homme politique français disait hier qu'il avait peur que la France soit submergée par l'arrivée de réfugiés, de migrants. Submergée. L'année dernière, nous avons eu 80 000 demandes de droit d'asile en France. 80 000. Et nous sommes engagés à accueillir 30 000 supplémentaires. Donc ce ne sont pas des chiffres considérables. Mais ce qui est important, c'est de connaître notre position de fond. Et donc nous sommes fidèles aux engagements que nous avons signés, les accords
qui conduisent à accepter, à examiner la demande d'asile. Après, il y a l'immigration sur les autres causes que j'ai évoquées. Donc il faut aussi... donc la France accueille des migrants dans des conditions précises, le regroupement familial par exemple. Donc. Mais je pense qu'il faut s'attaquer aussi aux causes des migrations. C'est l'enjeu de toutes les négociations internationales, c'est l'enjeu de tous les points que j'ai évoqués dans mon intervention. Mettre fin au conflit. Nous prenons la Syrie par exemple. La Syrie, il y a certes des réfugiés syriens en Europe, mais la majorité des réfugiés qui ont quitté la Syrie ne sont pas en Europe, ils sont au Moyen-Orient. Ils sont au Liban, près de 2 millions. Ils sont presque 1 million en Jordanie, tout petit pays. Ils sont 2,5 millions en Turquie. Et toutes ces personnes qui sont restées si près de la Syrie aspirent qu'à une chose, c'est de retourner dans leur pays. J'en ai rencontré qui m'ont dit ça. Mais pour l'instant, c'est impossible. Donc vous imaginez la situation au Liban, ou en Jordanie, en Turquie, bien plus difficile qu'en Europe encore, par rapport à l'accueil de ces réfugiés. Donc il faut tout faire pour aller à la cause. Et c'est pour ça que la question syrienne est si importante et si difficile en même temps. Et qu'elle doit mobiliser toute notre énergie, toute notre capacité politique. C'est ce qu'on essaie de faire là. Il y a un petit fil encore, mais qui est un fil qui peut craquer. On va essayer de tenir cet après-midi pour enfin trouver les conditions d'un cessez-le-feu, pour repartir vers permettre l'accès de l'aide humanitaire, là où elle est le plus nécessaire. Je pense à Alep, puis reprendre les négociations. Mais c'est difficile. Et puis j'ai évoqué l'autre cause qui est la misère. Moi, comme ministre des Affaires étrangères, dans toutes les instances européennes, en particulier au Conseil des Affaires étrangères, avec mes collègues ministres, je n'arrête pas de répéter que notre devoir, nous, Européens, principalement, avant tous les autres pays du monde, c'est d'aider l'Afrique aussi à se développer. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à un double défi, qui est celui de la menace terroriste. J'ai parlé de toutes ces régions concernées, pas seulement le Sahel, aussi les Grands Lacs, etc. Et puis en même temps, c'est un continent qui représente un dynamisme formidable. C'est là et la jeunesse aussi. Mais en même temps, face à ce défi démographique, doublement, voire triplement de la population de certaines villes dans les années qui viennent, d'ici 2050. Donc il faut les aider, les Africains, qui ont plein d'ambitions, plein de projets, qui commencent déjà à connaître bien des réussites. Mais il faut les accompagner, sinon il n'y aura pas d'autre issue que de partir pour survivre. Et quant au dérèglement climatique, alors ça concerne beaucoup de régions du monde. Vous voyez bien, il y a des régions où on ne peut plus vivre. L'élévation du niveau de la mer, les conditions des conséquences du réchauffement climatique, des zones qu'on ne peut plus cultiver. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et donc l'autre priorité par rapport aux réfugiés, c'est aussi de mettre en œuvre les engagements de l'accord de Paris. La France a été fière d'accueillir cette grande conférence internationale qui se termine par un accord. Mais maintenant, il ne suffit pas qu'il y ait un accord. Il faut qu'il soit ratifié par tous les pays qui se sont engagés, mais surtout qu'il soit mis en œuvre. Car les règlements climatiques, c'est aussi des bouleversements considérables qui auront des conséquences. Donc quand je disais que vous, qui représentez la jeunesse et l'avenir de vos pays, en particulier ici aux États-Unis, c'est vous qui aurez, nos enfants, nos petits-enfants, qui auront cette responsabilité devant eux. Donc c'est maintenant que tout ça se prépare. C'est ça notre devoir. Donc je n'ai pas occulté cette question, même si je ne l'ai pas développée, mais vous m'en donnez l'occasion et je vous en remercie. Merci. We have time for one more question. Mon nom est Roberto Teixeira da Costa, je suis visiting scholar du Brésil. En premier fois, congratulations pour votre brillante exposition et votre vote d'optimisme sur la collaboration. Je vous demande sur la question de Mercosur, accord avec l'Union européenne. Il y a un groupe au Brésil qui disait que l'agriculture française jamais permettra qu'il y ait un accord entre Mercosur et l'Union européenne. Comme vous voyez, part de notre responsabilité, mais part c'est la responsabilité de l'Union européenne. Vous croyez que c'est possible un accord commercial entre l'Union européenne et Mercosur? Ah, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais là encore, j'ai donné quelques règles du jeu tout de suite concernant les accords avec les États-Unis. Mais l'accord transatlantique, ça va aussi avec le Mercosur. Vous avez tout à fait raison. Donc chaque fois que je rencontre mes homologues
des différents pays du Mercosur, cette question m'est posée. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Bien sûr, nous sommes d'accord. Mais nous devons le faire en transparence. Et vous avez évoqué, par exemple, la question agricole. C'est une question sensible dans des pays comme la France, qui est un pays où il y a une forte agriculture et une industrie aussi de l'agroalimentaire. Donc nous devons veiller dans la négociation à ce que... Mais nous le disons franchement à nos interlocuteurs, hein, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Brésil ou les autres pays, nous avons ce point-là. Mais ça ne veut pas dire que nous n'y arriverons pas. L'agriculture, certains produits agricoles étaient aussi dans le débat lorsque nous avons négocié l'accord avec le Canada. Bon, je ne vais pas faire le détail, mais c'était un sujet de difficulté, de désaccord. Eh bien, il y a eu un effort réciproque pour trouver une solution. Et nous avons pu aboutir à un accord, y compris concernant l'accès aux marchés publics les plus décentralisés. Et avec les États-Unis, c'est un problème. On veut bien un accord d'ouverture des marchés, mais au niveau fédéral, mais pas dans les États. Ce qui est absurde quand on reconnaît un peu la réalité américaine. Donc je prends cet exemple. Mais au Canada, nous y sommes parvenus au niveau des provinces, au niveau le plus proche du terrain. Puis il y avait aussi la question de l'origine des produits, l'origine géographique des produits. C'était un sujet de désaccord. Nous avons pu trouver une solution. Après, il y a des équilibres à trouver en matière d'échange pour ne pas déstabiliser. Parce que si on ne regarde pas la situation en face, si on ne regarde pas l'intérêt réciproque, on va conduire, en faisant n'importe quoi, à des déséquilibres qui auront des conséquences économiques, des conséquences sociales en termes d'emploi, mais qui auront des conséquences politiques. Donc il faut être cohérent. Si je dis que nous devons veiller à ne pas tomber dans le jeu des populistes, il ne faut pas qu'on leur fournisse sur un plateau des arguments qui leur facilitent la tâche. Donc c'est ça qu'il faut bien en être conscient. Et c'est pour ça que je note que dans le débat de la campagne présidentielle américaine, cette question est abordée. Alors je ne dis pas qu'elle est toujours abordée dans des termes rationnels. C'est un peu le risque des campagnes électorales, ça s'emballe un peu, parfois ça caricature, mais je vous rassure, les États-Unis n'ont pas le monopole des dérives dans les campagnes électorales. Hein. Bon, en ce moment en France, nous n'y sommes pas encore, mais nous y sommes presque. Mais je pense que, puisque j'ai parlé de la responsabilité, c'est de bien identifier les problèmes, de les aborder franchement, sincèrement. Après, on cherche la solution. Mais on le fait en transparence. Parfait. Well, Mr. Minister, thank you very much on behalf of the Center on Global Economic Governance, CIPA, Maison Française, the Alliance Programme, the European Institute, and of course the French Embassy's Cultural Services. It was a remarkable lecture that you've delivered. As I understand, we will have the lecture on CGEX, the Center's website, later in the form of a policy brief. So we thank you very much for your visit and wish you a successful rest of the General Assembly meetings. Merci, monsieur. Thank you very much, Mr. Professor. And I will repeat my invitation to the students to come to France. You are welcome.